Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Avant de vous présenter ma prochaine invitée, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le compte Instagram de Pépin Podcast et à me donner vos impressions après l'écoute d'un épisode. C'est ma plus belle récompense. Aujourd'hui, je suis fière de vous faire découvrir le témoignage de Fanny Robin, une jeune femme pleine de vie atteinte d'endométriose. Autrice de 2 livres sur le sujet, elle a accepté de m'en dire un peu plus sur cette maladie qui fait de plus en plus parler d'elle. À travers son compte Instagram Chère Endométriose, elle transmet des messages positifs et pleins d'humour pour montrer que l'on peut vivre avec une maladie chronique de façon positive. Lors de notre conversation, nous avons notamment parlé des astuces pour soulager la douleur, de ménopause artificielle, de fausses couches, de l'impact de l'alimentation sur la maladie, de grossophobie et de nombreux autres sujets passionnants. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Fanny Robin. Bonjour Fanny. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai découverte sur Instagram grâce à ton compte Chère Endométriose, où tu partages avec humour ton quotidien et tes états d'âme sur l'endométriose. Elle touche une femme sur 10, environ 2,5 millions de femmes en France. Tu me dis si je me trompe ? C'est plutôt pas mal comme chiffre, ouais. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a enfin reconnu l'endométriose comme une affection de longue durée. J'aimerais savoir ce que ça représente pour toi et ce que ça va changer concrètement dans ton quotidien. Alors déjà, je te remercie sincèrement pour l'invitation. Je suis très contente. C'est toujours un plaisir de participer à des podcasts parce que c'est important de parler d'endométriose, de parler de tout ce que ça englobe. Et par rapport à l'annonce de l'Assemblée nationale, en fait, il y a eu un emballement médiatique en disant c'est une super bonne nouvelle, mais en fait, c'est qu'un tout petit pas dans le grand escalier avant la reconnaissance de la LD 30 pour l'endométriose. Parce que, en fait, il va falloir qu'il y ait un projet de loi derrière. Enfin, c'est quand même toute une autre mécanique qui fait que c'est pas encore complètement gagné. Mais c'est un premier pas. Alors, en fonction de mon humeur, je te dirais qu'à la fois, c'est hyper positif. Enfin, c'est vraiment bien, c'est une première avancée. Mais aussi, je te dirais que pour moi, c'est insuffisant et qu'il était grand temps quand même que les politiques se saisissent de la problématique de l'endométriose. Oui, donc avant qu'il y ait des retentissements concrets dans la vie quotidienne, il va falloir attendre encore un peu. Oh oui, oh oui. Alors si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie, tout ce que tu veux? Eh ben, je m'appelle Fanny Robin, j'ai 35 ans, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat qui se comporte comme un enfant, donc ça se vaut un petit peu. Je suis bibliothécaire plutôt axée jeunesse et numérique depuis bientôt 14 ans. Et voilà, c'est un métier passionnant. Et à côté de ça, j'écris également et j'ai écrit 2 livres sur l'endométriose qui sont sortis en 2020 et 2021. Un témoignage qui s'appelle En colloque avec l'endométriose, où je raconte vraiment mon parcours, et une bande dessinée qui est vraiment pour faire rire du quotidien, qui s'appelle Juste une endométriose. Et comme passion, si, c'est hyper important. Comme passion, en ce moment, je suis très focus sur les puzzles et je pense que c'est important parce que je pense que je saoule beaucoup de gens en story avec mes puzzles. Voilà. C'est une pratique méditative comme une autre. Exactement, c'est vraiment ça en plus. Est-ce que pour les gens qui connaissent pas du tout l'endométriose, tu peux nous décrire en quelques mots ce que c'est et quels sont les principaux symptômes ?
Alors, l'endométriose, c'est une maladie où on n'a pas une définition à proprement parler, et c'est aussi très révélateur du fait que la recherche n'a pas beaucoup avancé sur le sujet depuis des années. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sont des tissus semblables à l'endomètre et pas à des tissus de l'endomètre qui viendraient se greffer un peu partout. Ça peut être sur les intestins, sur le rectum, sur la vessie. C'est une maladie hormonodépendante, donc qui fluctue en fonction du cycle. Et donc, ces petits agglomérats qui se mettent un peu partout provoquent parfois des kystes, des saignements, provoquent pas mal de choses un peu compliquées, ce qui peut induire comme symptôme des règles extrêmement abondantes et douloureuses. Il faut aussi rappeler qu'avoir mal pendant ces règles, c'est quand même pas normal. C'est quand même un des premiers signes d'endométriose. Il peut y avoir ce qu'on appelle des dyspareunies, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs lombaires, des troubles du transit, une infertilité. C'est aussi un symptôme qu'on évoque très très souvent, à tort à mon sens, en tout cas de le mettre que au premier plan quand on parle d'endométriose. Enfin, en fait, c'est aussi ce qui crée la complexité de l'endométriose et de son diagnostic, c'est qu'il y a énormément de symptômes qui touchent vraiment des organes variés. Et ça fait qu'on a des fois du mal à mettre un mot sur toutes ces douleurs. Oui, chaque endométriose est différente, mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, ça touche les femmes en âge de procréer. Alors, oui et Pas non, c'est-à-dire forcément? que D'accord. c'est pas forcément, c'est-à-dire que par exemple, on a des personnes qui sont ménopausées, qui peuvent toujours avoir des douleurs parce qu'en fonction de là où l'endométriose s'est placée, ça peut créer des douleurs qui restent persistantes parce qu'on a aussi des troubles neurologiques avec l'endométriose. C'est quelque chose qu'on aborde aussi beaucoup moins. Et puis aujourd'hui, il y a aussi une hypothèse, comment dire, une théorie qui serait on a déjà trouvé par le passé des traces d'endométriose chez des fœtus. Donc peut-être que ce serait quelque chose qui se construirait même bien avant d'être réglé. Donc c'est pour ça, c'est un grand flou sur... mais en tout cas, on va dire que comme c'est une maladie hormonodépendante, les années où c'est beaucoup plus compliqué, ce sont effectivement les années où, voilà, où on est réglé de façon générale. Et j'insiste juste sur le fait que je trouve ça important de dire pas que c'est une maladie que de femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui touche aussi des personnes non binaires, des personnes trans, et c'est important aussi de ne pas les invisibiliser dans cette cause. Oui, énormément de choses restent à découvrir au sujet de l'endométriose. C'est ça, il y a plein de choses à découvrir sur effectivement la genèse de l'endométriose, quand est-ce qu'elle se développe, d'où ça vient réellement, parce qu'en vrai, on a des traces, enfin, quand il y a des livres qui parlent un peu de l'histoire de l'endométriose, ça fait des siècles et des siècles qu'on connaît l'endométriose. Donc voilà, c'est juste que la recherche, alors on parlait de femmes à l'époque, vraiment, on n'avait pas toute cette question sur l'identité de genre, donc on parlait vraiment de santé de la femme. Et ben, la femme n'était pas très utile dans la société il y a plusieurs siècles, donc on ne s'est pas non plus attardé on s'est pas vraiment attardé sur ce qu'était la maladie de l'endométriose. Et donc on n'a pas fait de recherche comme on a pu faire de recherche par exemple, sur les problèmes d'érection des hommes. Voilà, on n'est pas du tout. Donc, on a tout un travail à faire. D'accord. Et est-ce que tu es d'accord... Enfin, j'ai lu ton livre et donc dans ton parcours, je sais qu'il y a des personnes de ta famille qui sont touchées par l'endométriose. Mais est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà entendu parler de l'endométriose? Parce que moi, pas du tout. Alors, est-ce que j'étais complètement ignorante ou j'ai l'impression que ça fait que quelques années qu'on en parle plus? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, m'en parlez pas. On a commencé, j'ai peut-être entendu le mot petite sans y prêter attention, parce que ma tante maternelle était atteinte d'endométriose, mais on a commencé vraiment à m'en parler et peut-être moi aussi à m'y intéresser tout bêtement davantage quand on a commencé à me dire pour la première fois, vous avez des kystes d'endométriose. Et j'avais 21, 22 ans. Mais toutes les douleurs que j'ai eues dès l'adolescence, à aucun moment on m'a parlé d'endométriose. Dans mon parcours, jamais, que ce soit par ma famille qui connaissait du coup la maladie, parce que ma tante était déjà diagnostiquée à cette période-là, donc ça a fait tiquer personne. Peut-être aussi que, je ne sais pas quels étaient les rapports, mais peut-être aussi qu'on a beaucoup tué mes douleurs à ce moment-là et que la famille ne le savait pas. Mais non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. L'endométriose, on a l'impression que c'est arrivé comme ça il y a peut-être 10 ans maximum, quoi.
Et justement, toi, comment le diagnostic a été posé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé? En fait, moi, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Dès mes premières règles, ça a été compliqué. J'ai été réglée relativement tôt et puis, en fait, dès 11 ans et en fait, dès 13 ans, on m'a mise sous pilule parce que les douleurs étaient compliquées. Mon papa se rappelle très bien venir me chercher au collège, parce que j'avais trop de douleurs et que alors, comme beaucoup, hein, on m'a aussi, pas cru, hein, quand j'étais jeune et puis, à l'âge de 22 ans, j'ai fait un accident vasculaire cérébral dû à la pilule en partie et qui a conduit à l'arrêt. En fait, je suis proscrite de pilules contraceptives et en fait, l'arrêt de cette pilule que j'ai pris pendant presque 10 ans a fait que, l'endométriose, ça a explosé au grand jour et là, tout de suite après, j'ai commencé à avoir des soucis, à me retrouver aux urgences un peu tous les mois et on m'a posé réellement entre les premiers allers-retours aux urgences et un vrai diagnostic, on a presque encore pris 6 ans pour me dire vraiment là, c'est de l'endométriose. On évoquait des kystes d'endométriose, mais on ne parlait pas vraiment de maladie. D'accord, parce qu'on peut avoir des kystes sans forcément... Bah, écoute, oui, parce que moi j'ai une cousine à qui on a juste parlé de kyste d'endométriose, mais je crois que c'est aussi très révélateur qu'aujourd'hui du fait qu'on ne sache pas des fois expliquer concrètement aux gens ce qui se passe, ce qu'ils ont. Donc on pourrait avoir peut-être des kystes sans avoir la maladie, peut-être un kyste similaire à de l'endométriose. Je t'avoue, j'en sais pas davantage. Ok. Et est-ce que tu sais s'il y a différents stades de la maladie? Et est-ce que cette maladie, elle évolue? Alors en fait, pendant des années, on a parlé de stades effectivement d'endométriose qui allaient de 1 à 4. Et aujourd'hui, on ne parle plus en stade. Je me souviens au tout début où je me suis lancée sur Instagram ou quand je l'ai su, je lisais des groupes, des choses, des témoignages sur les groupes Facebook et c'était, «J'ai une endométriose de stade 4». Enfin, ça avait un côté très effrayant parce que la seule autre maladie dans laquelle on parle de stade, c'est quand même le cancer et je trouve que voilà, la ressemblance n'est pas très heureuse et donc on a arrêté parce que ça faisait paniquer les gens à juste titre, et du coup maintenant on parle d'endométriose superficielle, d'endométriose pelvienne et d'endométriose profonde. Voilà, donc c'est ces 3 niveaux-là de pathologie. Et est-ce que c'est une maladie évolutive? Oui, tout à fait. Ça peut être c'est ça qui est complexe avec l'endométriose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des endométrioses profondes. Donc moi, j'ai une endométriose profonde et ma sœur qui a, elle, découvert, son endométriose il y a quelques années, a une endométriose profonde, mais au début était, beaucoup moins gênée que moi. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'elle a une endométriose profonde depuis très longtemps, mais n'avait pas de symptômes et il y a des personnes qui vont avoir une endométriose qu'on dit superficielle et qui vont être, très embêtées. Donc c'est ça aussi, donc c'est une maladie évolutive effectivement, et en même temps qui peut être en dormance, quelque temps. C'est vraiment propre à chacun, chacune, quoi. J'ai lu qu'en moyenne, on met 7 ans à poser le diagnostic d'une endométriose. À ton avis, pourquoi c'est important de diagnostiquer l'endométriose le plus rapidement possible, mis à part le fait de soulager la douleur? Soulager la douleur, c'est déjà un gros point parce que c'est vrai que c'est ce qui est compliqué, les douleurs chroniques au quotidien. Mais c'est important parce qu'on a besoin d'apprendre à vivre avec une maladie chronique. On oublie que l'endométriose, c'est une maladie chronique et qu'il y a toute une éducation aussi je pense comme, mon mari, il y a quelques années, a été, diagnostiqué diabétique et je me souviens que pendant une semaine, on est venu lui expliquer comment allait être sa vie avec le diabète. On lui a expliqué comment ça allait se contrôler au quotidien. L'endométriose, on nous apprend pas à vivre avec. On le fait par dépit, en fait, on le fait à nos dépens, c'est-à-dire qu'on apprend en cherchant, en testant et c'est pour ça que je pense qu'il est important que ça s'accélère parce que, heu, en fait, ça nous tombe dessus comme une chape de plomb après des années d'errance et on ne les explique pas vraiment le quotidien. Et puis, il y a quand même cette question de quand on parle de l'infertilité pour l'endométriose, plus on le sait rapidement, plus on peut prendre des décisions, par exemple, de conservation d'ovocytes, si besoin, de parcours PMA si besoin. On peut gagner du temps, en fait, sur, des projets comme ceux-ci et puis, je pense que c'est surtout psychologique aussi. C'est vraiment important, 7 ans d'attente quand on a des doutes, quand on a des douleurs, c'est extrêmement long.
quand on prend des réflexions à longueur de temps, quand au travail, ça peut être compliqué, dans la vie personnelle, ça peut être compliqué, c'est une éternité. Oui, ça permet de savoir contre quoi on se bat, quoi. Et est-ce que ça se soigne? Enfin, j'ai plus ou moins compris que pas trop. J'aimerais savoir en fait si on peut guérir de l'endométriose. Alors, tu as dit les bons mots. Est-ce que ça se soigne? Oui. Est-ce qu'on en guérit? Non. Enfin, clairement, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que ça se soigne, on peut proposer des choses, on peut proposer différents traitements. Il y a de la pilule en continu, il y a, alors on va déconseiller généralement le stérilet au cuivre parce que c'est quelque chose qui est très hémorragique. Et dans le cadre d'une endométriose, c'est un peu mettre de l'huile sur le feu parce qu'on a déjà souvent des règles hémorragiques, donc c'est un peu contre-productif. Il va y avoir la ménopause artificielle, mais qui est quand même un traitement avec des effets secondaires très très lourds. Et puis après, il peut y avoir plein d'alternatives, plein d'accompagnements comme l'ostéopathie, l'acupuncture, la naturopathie, la diététique, qui est importante aussi. Donc il y a tout ça, en fait, il y a plein de choses qui gravitent autour d'un point de vue médical et qui sont hyper importants pour apaiser, on va dire, l'endométriose au quotidien et mieux vivre avec. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on en guérit? Non. Il y a quelques personnes qui sont tellement soulagées qu'elles parlent de guérison, mais je crois que de façon médicale et scientifique, on ne parle pas encore de guérison. On ne dit pas oh, tout a disparu, c'est devenu tout beau, tout propre à l'intérieur. Voilà, on ne peut pas encore aujourd'hui parler de guérison. Petite question bonus, est-ce que la ménopause artificielle, c'est réversible? Oui, alors moi j'ai testé pour vous la ménopause artificielle. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est des injections. Alors ça dépend des types de ménopause artificielle. Moi, pour mon expérience, c'était une injection par mois pendant 4 mois. Donc tous les mois, j'avais une infirmière qui venait me faire ma piqûre. Et en fait, ça met tout en sommeil pendant la durée du traitement, même un peu plus, parce que c'est souvent ce qu'on oublie de nous dire, c'est que c'est pas dès qu'on arrête l'injection que tout revient normal. Au contraire, c'est des fois long et compliqué. Donc oui, oui, c'est réversible avec des cycles qui reprennent après naturellement, spontanément, plus ou moins de temps. Mais voilà, mais oui, oui, bien sûr, c'est réversible, c'est vraiment artificiellement, quoi. Et ça avait soulagé tes douleurs? Alors oui, vraiment, ça avait soulagé mes douleurs, pas de façon totale, mais globalement quand même si. Mais la difficulté, c'est que les effets secondaires étaient tellement difficiles à vivre, parce qu'on parle quand même de perte de cheveux, prise de poids, perte totale de libido, euh, insomnie, état dépressif. Enfin, c'est vraiment très très lourd, si bien qu'en fait le rapport bénéfice-risque entre guillemets est tellement altéré en tout cas à mon niveau, j'ai trouvé que bah, c'était pas suffisant parce que aujourd'hui, moi, c'est le seul traitement qu'on peut me proposer par rapport à ma situation de par mon parcours médical et je refuse quand on me le propose à nouveau. D'accord. Je sais pas si tu en as parlé, mais je crois pas. Je sais que dans certains cas, on propose la chirurgie pour soulager l'endométriose. Est-ce que tu peux nous... En fait, ça consiste à enlever les kystes, c'est ça? Alors, en fait, ça dépend des chirurgies. On parle souvent à une époque, on parlait de chirurgie exploratrice parce que en fait, ça permettait soit de poser un diagnostic, ça se fait aujourd'hui, mais ça se fait moins parce qu'aujourd'hui, on en revient sur les opérations. On trouve qu'il y a eu une période où ça a été assez systématique d'opérer quand on avait un doute et aujourd'hui, on se dit que c'est pas très pertinent parce que l'endométriose est une maladie qui adore le tissu, ce qu'on appelle le tissu cicatriciel et adore se poser dessus et que du coup, plus on opère, plus ça nourrit en fait la maladie. Donc voilà, il y a des personnes qui ont été opérées plus d'une dizaine de fois et en fait, c'est assez catastrophique. Donc oui, la chirurgie peut aider. Alors surtout pareil, hein, quand il y a un désir de grossesse, des fois on vient un peu tout nettoyer et puis on dit après, vous avez une fenêtre de tir de temps et c'est assez dur parce que faut déjà se remettre d'une opération et en plus quand on nous donne un timing, c'est voilà, c'est pas simple. Mais oui, oui, la chirurgie peut aussi, alors il y a plein de chirurgies différentes en fonction des atteintes qu'on a. Mais ça peut être aussi une piste pour soigner l'endométriose. D'accord, mais c'est plutôt proposé dans des cas vraiment graves ou en vue d'une envie d'enfant.
J'arrive plus à parler, ça y est. Si, et puis aussi en fonction de la gêne au quotidien, de ce que ça représente comme effet secondaire la maladie, si, voilà, si c'est vraiment trop compliqué, on peut proposer la chirurgie. Est-ce que tu as eu un suivi psychologique au cours de ton parcours médical? Alors c'est une super question. Eh bien, pas du tout. Moi, la première fois que j'ai demandé l'aide psychologiquement, c'est, suite à une fausse couche qui a été très, très violente et c'est là où j'ai dit: «Bah, est-ce que vous auriez une brochure?» et on m'a donné une feuille qui avait été photocopiée 15 fois, qui était lisible et j'ai réussi à déchiffrer le numéro de téléphone et là, j'ai demandé de l'aide, mais vraiment pour quelque chose de spécifique. Pourtant, il y avait quand même un lien avec l'endométriose. Il y avait quand même quelque chose de l'ordre du désir d'enfant et l'endométriose, on sait que ça complique les choses. Mais sinon, non, ça a toujours été à moi de faire les démarches et c'est bien quelque chose que je reproche aussi, c'est que, alors ça tend à changer aujourd'hui, mais qu'il y a pas cet accompagnement-là qui est proposé pour l'endométriose. Oui, il n'y a pas de protocole. Après, maintenant, il y a de plus en plus d'associations, mais c'est vraiment aux femmes de faire le premier pas, C'est quoi. ça, ou alors maintenant, il y a des établissements, ce qu'on appelle pluridisciplinaires et là, on va peut-être, proposer une aide psychologique, c'est plutôt à la mode et ça, c'est rassurant, c'est important. J'ai lu dans ton livre que, je cite, tu as dit: «J'ai également appris à ne plus associer la douleur à quelque chose de négatif. Je l'accueille et je sais qu'elle n'est que de passage». Alors, quelles sont tes astuces pour soulager la douleur? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, notamment des médecines alternatives, mais tu as peut-être d'autres petites astuces au quotidien. Ce qui m'a beaucoup aidée à cette époque-là, c'est, de changer aussi mon état d'esprit. Je pense que quand on apprend qu'on a de l'endométriose, on passe par plein d'étapes, dont la colère et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment se rassurer, se dire que c'est normal d'être en colère quand on apprend qu'on a de l'endométriose. C'est normal de culpabiliser, d'être abattu, enfin voilà. Mais il y a un moment, on se dit: «Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?» et en fait, je me suis rendu compte que, des fois, ça me mettait dans un état où en fait, l'impact psychologique était presque plus lourd que la douleur elle-même. Et du coup, en lisant des choses de psychologie positive, ça m'a fait du bien un peu de me dire, de prendre les choses différemment. Et au quotidien, par exemple, moi, j'essaye maintenant de prendre de moins en moins d'antidouleurs parce que le problème est que, très vite, on va dans une progression, de la puissance des antidouleurs et à la fin, avec des effets secondaires, pareil, un peu compliqués, quoi. Je citerai pas de médicaments, mais les personnes qui sont concernées savent que, voilà, des antidouleurs, très fort, ben, ça donne la nausée ou ça fait qu'on n'est plus nous-mêmes, donc c'est pas très agréable. J'avoue avoir mis du temps, mais je me suis, lancée il y a quelques mois dans le CBD comme beaucoup et je trouve que c'est vraiment une alternative naturelle très intéressante. Pareil, il faut toujours consulter son médecin, avant de se lancer, je trouve, pour être sûr que c'est pas il y a pas d'interaction avec ces traitements et puis, ça peut être aussi, j'ai un appareil d'électrostimulation qui est souvent proposé par les médecins de la douleur. Et c'est vrai que c'est aussi très aidant avec des patchs qu'on colle, sur les zones douloureuses et du coup, ça envoie des stimulations électriques et ça vient soulager la douleur. Et la kiné, l'ostéopathie peuvent être aussi des choses chouettes à mettre en place, pour, soulager la douleur. Des patchs d'électrostimulation. Alors ça m'étonne. On se met de l'électricité pour avoir moins mal. Ça doit court-circuiter la douleur peut-être. Non, c'est ça, ça. Je sais pas vraiment à proprement parler comment ça marche, mais moi, par exemple, j'ai un appareil, la marque, ça s'appelle Bluetense, c'est un truc commercialisé qui sert aussi parfois aux sportifs pour se remettre des douleurs musculaires. Donc où tu sais vraiment, tu vois le muscle qui saute là, qui vibre, eux, ils doivent le. Ah oui, ça détend peut-être le muscle en fait. Ça. Ouais et du coup, ben, il y a plein de programmes et dont, des programmes pour les douleurs menstruelles, par exemple, ou des douleurs lombaires, quand c'est le et moi, je trouve que c'est plutôt efficace. Il faut savoir que quand on est pris en charge dans un centre de la douleur, normalement, c'est pris en charge, totalement. Il y a quasiment rien à payer ou c'est des appareils qu'on peut, demander à tester, via, son pharmacien, pendant une semaine, donc ça peut être aussi, une bonne chose. Ah oui, je connaissais pas du tout. Et est-ce qu'il y a un impact de l'alimentation sur l'endométriose? Oui, par exemple, tu vois, moi aujourd'hui, j'avais très envie de café.
Pourtant, je suis en période d'ovulation. Je sais que le café en période d'ovulation, en période de règles, c'est une très mauvaise idée. C'est un Ah aliment, bon? ce qu'on appelle inflammatoire. Et donc, on aime bien dire que l'endométriose, c'est bien d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Et donc, je sais que le café, oui, j'en ai eu envie, oui, je l'ai bu. Après, j'ai direct mal au ventre et je suis pas bien. Donc, c'est ça, c'est éviter certains aliments, c'est éviter l'alimentation industrielle, c'est certains fruits et légumes. Donc, moi, je suis pas très partisane de ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire, que je trouve très, très contraignante au quotidien. Je suis plutôt adepte de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, c'est-à-dire essayer, être hyper attentif, attentive aux sensations, à ce que ça fait au corps, à dans quel état d'esprit on est et plutôt adapter ça, en fait. Et j'ai eu une diététicienne avec qui, j'ai appris à fonctionner comme ça et du coup, je trouve ça me correspond davantage. Mais on sait que l'alimentation peut avoir un effet sur l'endométriose. Par exemple, manger trop gras, Oui, voilà, de façon intuitive, si quand tu manges raclette, t'as super mal au ventre après, bon, tu vas moins manger raclette, par exemple. mais ou alors faut le faire en conscience, tu vois? C'est ce que je disais. Moi, j'avais envie de café aujourd'hui. Je sais pertinemment que je suis à la maison, je suis chez moi, j'ai envie de mon café. Je sais ce que je risque à boire un café et voilà. Du coup, ben, faut être ouais, faire les choses en conscience. Pour tout, mais l'alimentation aussi. Et justement, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui découvre son endométriose et qui en a honte? C'est difficile effectivement parce qu'en fait, c'est une maladie qu'on a jugée taboue, qui évoque l'intime, qui évoque pardon, la sexualité ou en tout cas une partie du corps ouais voilà que enfin ça c'est vraiment tabou et ben, de pas en avoir honte, c'est hyper facile à dire, mais, de pas se cacher, de lire, de se renseigner, de sensibiliser autour de soi, d'expliquer que, c'est pas un choix de vie, que c'est une vraie maladie et lui donner plein d'espoir, lui dire que, on voit bien que malgré tout les choses bougent en ce moment et qu'il existe plein de choses pour se soulager et que ça va aller parce qu'on est beaucoup plus, nombreux, nombreuses qu'on ne le pense à avoir cette maladie et que, ben, un jour après l'autre, un pas après l'autre, voilà, on est toujours là, on avance ensemble et ouais, garder espoir. Bon, tu parles beaucoup de l'endométriose sur les réseaux sociaux, mais est-ce que dans ta vie privée, notamment à ton conjoint ou dans le milieu professionnel, tu parles facilement de cette maladie? Alors en fait, moi, très rapidement, mon conjoint s'est rendu compte de ce qui se passait. Alors il connaissait pas vraiment l'endométriose, mais dès le début de notre relation, il a dû, m'emmener aux urgences parce que j'étais trop mal, donc il s'est renseigné de son côté et on va dire que l'endométriose, c'est aussi une maladie de couple parce que ça impacte beaucoup de choses. Un des symptômes de l'endométriose, c'est aussi la fatigue chronique parce que d'avoir tout le temps mal, ça épuise le corps et ça épuise le moral aussi, par moment. Donc moi, mon mari prend le relais sur plein de choses et donc ça l'impacte aussi, avec l'infertilité aussi et dans le cadre du travail, pendant des années, je l'ai caché et du coup, j'étais très mal et j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Mais maintenant, je pars du principe que si on n'explique pas aux gens ce qu'on a, en les prenant pas pour des cons, ils peuvent pas non on peut pas leur demander de comprendre non plus ce qui nous arrive. Donc je sensibilise davantage, j'explique aussi des fois quand j'ai mal. Ça dépend des périodes. À l'heure d'aujourd'hui, l'intégralité de mes collègues savent que j'ai de l'endométriose parce qu'ils savent que j'ai écrit des livres, donc forcément ça a eu un impact. Mais le truc le plus chouette que j'ai eu ces derniers temps, c'est, une de mes chefs qui m'a dit: «Mais, j'ai compris ce que tu vivais en lisant tes livres». Et ça, c'est chouette parce que le discours, du coup, est adapté. On comprend qu'il y a, voilà, une vraie envie aussi de comprendre ce que c'est, parce que c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est pas parce qu'on est malade qu'on veut pas un épanouissement dans la vie professionnelle, dans la vie, ouais, personnelle, professionnelle et tout et que des fois, l'endométriose nous empêche ça, nous prive de ça et parce qu'aussi, le milieu du travail est pas du tout, formaté pour accepter que ces travailleurs aient des handicaps, enfin, un handicap physique, ça va, entre guillemets, «être plus aujourd'hui accepté», entre guillemets, et on va plus savoir mettre des choses en place. Un handicap invisible comme l'endométriose, c'est hyper particulier et voilà et en fait, les gens ne demandent qu'à comprendre si on prend le temps de leur expliquer. Et est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes concernant l'endométriose?
Oui, bien sûr, j'ai eu, de la part de collègues aussi, hein, que j'étais trop chochotte, que j'étais, tout le temps rendue aux urgences, qu'il fallait, enfin, tu vois, n'importe qui, hein, prendre sur soi, se faire violence. Je déteste cette phrase, et puis de mes proches, hein, quand les gens ne savaient pas, quand les gens comprenaient pas. Et puis aujourd'hui, il y a des gens, moi j'ai eu, des personnes de ma famille émues qui m'ont dit, «On est désolé, en fait, on est passé à côté, on n'a rien compris à un moment». Et c'est chouette aussi d'avoir ça. Je préfère ne pas regarder en arrière par rapport à tout ce que j'ai pu prendre dans la figure, à cause de ça, mais plutôt voir, l'intelligence des gens qui se disent: «On a eu tort et on va faire différemment aujourd'hui». Et tu as un peu répondu, mais quelles sont les phrases que tu en as marre d'entendre concernant l'endométriose ou de façon générale sur les règles, par exemple? Alors, j'en ai marre d'entendre que l'endométriose, c'est que, des règles douloureuses, parce que si c'était que des règles douloureuses, ça ferait 4 jours. Mais en gros, moi, je pense qu'au mois, j'ai 4 jours à peu près où j'ai pas mal, finalement. Donc, l'endométriose, c'est beaucoup plus que des règles douloureuses, et ça, il faut en être conscient. J'en ne peux plus d'entendre que c'est normal d'avoir mal. Et ça, c'est pas possible de dire ça aujourd'hui. On a tellement banalisé la douleur, surtout chez la femme, que c'est catastrophique. On n'est pas du tout à l'écoute de ça. Et non, globalement, je trouve que le discours change, mais si, que l'endométriose est une maladie à la mode, comment on peut dire ça aujourd'hui? Ça me rend assez dingue aussi. C'est vrai qu'on en parle tellement, on a l'impression qu'on connaît tous quelqu'un, enfin une personne qui a l'endométriose. Donc on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler avant? Est-ce que c'est une épidémie? Est-ce que... Une nouvelle pandémie. Non, non, mais parce que ça a été très tabou, parce que comme je le disais, hein, si on repart sur une histoire un discours un peu genré, c'est une «maladie de femme» entre guillemets, et voilà. Et je pense qu'il fait aussi la différence, c'est que c'est, tu me dis si je me trompe, mais c'est pas une maladie mortelle. Donc, en fait, la recherche, elle est surtout axée sur améliorer la fertilité, j'imagine, et soulager les douleurs. Mais c'est pas une question de vie ou de mort. Donc, à partir du moment où les femmes se taisent, finalement, Parce que depuis des années, on demande aux femmes de se taire de façon générale. On n'aime pas quand elles prennent la parole, on n'aime pas quand elles prennent le pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une génération et dans une période où on veut plus de ça, où on n'accepte plus ça. Et c'est exactement ce que tu dis par rapport au cancer. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les stades de la maladie, qui avait quand même une comparaison pas très heureuse avec ça. Et des fois, on a parlé d'endométriose comme le cancer blanc ou le cancer dont on ne meurt pas. Ça me gêne beaucoup, par rapport aux personnes qui sont réellement atteintes d'un cancer, qu'on compare ça. C'est juste qu'effectivement, dans l'aspect, mécanique et dans l'aspect biologique, ça se comporte un peu de la même façon. Mais oui, je pense que comme c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas une question vitale, et puis, en fait, depuis des siècles, mine de rien, on arrive à vivre avec. On fait avec parce qu'on ne nous laisse pas d'autres possibilités, donc on fait avec. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que, bah, les femmes, elles sont importantes dans la société aussi. Elles œuvrent, je vais faire, ma féminazie pour certains, mais elles ont du poids dans la société capitaliste dans laquelle on le vit, économiquement. Avoir une femme potentiellement sur 10 absente, voilà, et il faut pas se leurrer, il y a aussi ça qui, compte aujourd'hui dans l'avancée de la réflexion autour de l'endométriose et pourquoi il est temps de le prendre en charge, c'est qu'on se rend compte qu'économiquement, ça pèse, une femme, parce qu'on pense même presque qu'on est plus à 2 femmes sur 10, qui sont atteintes d'endométriose. Voilà, ça a du poids aujourd'hui dans l'économie d'un pays. et au cours de ton parcours, tu as dû subir beaucoup d'examens médicaux. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Est-ce que tu peux nous raconter un ou deux anecdotes qui t'ont marqué? Alors oui, c'est important de le souligner. Alors moi, en plus, comme je suis en situation d'obésité, il y a de la grossophobie qui s'est rajoutée à ça. Mais dans les choses, très difficiles, j'ai vécu un examen en bloc opératoire avec
un praticien ça s'appelait une hystérosalpingographie pour voir la perméabilité des trompes. Et en fait, j'ai un praticien qui n'arrivait pas à installer le spéculum, qui forçait, qui forçait, qui forçait. Et en fait, ça a terminé que j'ai fait un malaise sur la table d'opération. Il a dit on arrête sur la table d'examen. Il a dit on arrête tout parce que de toute façon on va pas y arriver. Moi, j'avais demandé à aller aux toilettes parce que je crois que j'étais tellement stressée que j'avais envie de faire pipi. Et j'avais une alaise sous mes fesses. Et l'homme est parti sans même me dire au revoir en disant on arrête tout, c'est pas grave, vous irez dans un cabinet privé. Je me retrouve avec 2 infirmières qui me laissent toute seule et une infirmière qui très gentiment me dit gardez l'alaise avec vous. Et en fait, tellement j'étais angoissée, je m'étais urinée dessus en faisant en plus un malaise. Et j'avais trouvé ça extrêmement humiliant. Et pareil, moi-même, j'avais hyper intériorisé la douleur. J'avais normalisé en me disant que c'était de ma faute, en fait, si on n'avait pas réussi à faire l'examen. Et en fait, je l'ai fait ensuite effectivement, dans un centre privé avec juste 2 femmes autour de moi. Et ça, en 5 minutes, c'était fait. Donc, il y a ça, il y a les horreurs que j'ai pu entendre quand on m'a fait des échographies à base de on ne voit rien avec votre masse graisseuse ou alors des internes qui restent 10 minutes, un quart d'heure parce qu'il faut apprendre aussi ce que c'est l'endométriose. Alors, du coup, reste 10 minutes, un quart d'heure avec la sonde à l'intérieur de ton vagin. Bah, merci, mais en fait, je suis là. J'ai mal, je suis fatiguée. Donc, c'est souvent compliqué. Mais de la même façon, je pense qu'il faut aussi savoir dire stop à un moment. Et c'est quelque chose que je me permets beaucoup plus. Toujours avec intelligence, dans le sens où je n'aboie pas sur les gens, je ne crie pas sur les gens. Mais je dis là, je ne peux pas. Là, vous me faites mal. Là, ce que vous faites, ça ne se fait pas. Et puis voilà. Et maintenant, on a des recours aussi pour dire ce qui s'est passé, c'est pas normal et il faut le faire. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer la prise en charge de l'endométriose? Et quel message tu aimerais faire passer aux potentiels médecins ou soignants qui nous écoutent? Eh ben, formez-vous déjà, et formez-vous, c'est pas que se former sur l'aspect biologique, scientifique de la maladie, c'est se former sur comment annoncer ça à un ou une patiente, comment lui expliquer les possibilités, être à l'écoute vraiment des symptômes, comprendre que c'est pas. Enfin, moi, je vois des fois quand on me disait, et j'en parle dans ma bande dessinée, quand je disais tous les effets secondaires liés au traitement de la ménopause artificielle et qui disaient oui, d'accord, j'ai pris du poids, oui, d'accord, j'ai plus de libido, oui, d'accord, oui, mais vous avez moins mal, donc c'est que ça marche. Bah, en fait, oui, c'est bien beau de proposer des traitements, mais soyez à l'écoute de ce que ça représente dans la vie, en fait. C'est ça, c'est soyez à l'écoute. Euh, une relation, en fait, il faut que ce soit dans les deux sens soignant, soigné. Il faut accepter, pas qu'on remette en cause les compétences d'un médecin, mais qu'on ait besoin de discuter, de mieux comprendre. Donc vraiment ça, il faut être à l'écoute, il faut aussi nous placer au cœur des réflexions. Et puis aussi, il est temps aujourd'hui de réfléchir, ce que je disais, à l'impact sur la vie sociale, sur notre place dans la société quand on a de l'endométriose. Parce qu'il y a une grosse précarisation des personnes qui sont atteintes. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup dénoncé, avec des personnes qui perdent leur emploi, avec des personnes qui sont déscolarisées. Et avec des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire opérer dans des cliniques privées pour avoir les dernières technologies de pointe. Voilà. Et ça, c'est important aussi de nous soutenir là-dedans. Ce que j'entends surtout dans ton discours et ce que j'entends souvent, pas que pour l'endométriose, c'est qu'il y a des très bons médecins, mais parfois tout l'aspect psychologique passe à la trappe. Et ce que j'entends dans ton discours, c'est vraiment tout ce qui est psychologique, comment annoncer un diagnostic, écouter le patient. Et ce qui manque aussi souvent, c'est le temps. J'entends beaucoup de patients qui disent « Ouais, mais les médecins, ils n'ont pas le temps. » Ou alors, niveau psychologique, c'est zéro, quoi. Bien sûr. Et je pense que c'est le cas dans plein de pathologies où on ne prend pas le temps aujourd'hui. On est dans une société, mais parce que, pareil, hein, si on parle de l'hôpital public, on est en train de tuer l'hôpital public, le service public à petit feu. Donc, c'est pas étonnant que les gens n'aient pas le temps pour expliquer les choses et tout. Mais c'est ça, oui, il est temps, il faut prendre le temps d'expliquer aux choses. L'impact est grand. Parfois, moi, je reçois des messages sur Instagram de personnes qui disent, bah voilà, on vient de me dire j'ai de l'endométriose, mais j'ai peur, je ne comprends pas, et qui repartent avec plein de questions. Et souvent, et il y avait Marianne Mormina qui a écrit un livre hyper important, qui a été la première, qui a été une pionnière en France pour parler d'endométriose, qui avait créé une association. Et elle avait écrit un livre qui s'appelle La maladie taboue.
chez Fayard et elle disait, par exemple, aller à des rendez-vous accompagnés parce que on prend tellement d'informations d'un coup et émotionnellement, c'est tellement lourd parce qu'on comprend ce qui nous arrive, enfin voilà, qu'on n'entend pas tout, qu'on comprend pas tout, qu'on n'a pas les questions sur le moment et que tout nous vient après, une fois que la porte est fermée. Donc, faut pas hésiter à venir avec quelqu'un qui a peut-être la tête plus froide et puis qui est pas complètement dans la douleur pour enregistrer les informations et tout ça. Il y a plein de choses à faire, mais surtout y communiquer. Mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ça tend à changer. Moi, dans les dernières visites que j'ai faites aux urgences, les internes, bêtement, me mettaient un drap quand elles me faisaient les échographies, étaient beaucoup dans l'écoute, vraiment beaucoup plus dans l'écoute et je l'ai dit à ces personnes-là qui m'ont dit: «Vous savez, on nous forme différemment maintenant aujourd'hui sur l'endométriose et soyez rassurés, les choses vont bouger dans le bon sens». Donc je suis assez optimiste sur ça aussi pour la nouvelle génération de praticiens qui va arriver. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu as vécu plusieurs fausses couches et des problèmes d'infertilité. Quel est ton rapport à ton corps aujourd'hui, à ta féminité et à ta maternité? C'est un sujet que je trouve hyper intéressant parce que j'ai très longtemps cru qu'il fallait que ce soit binaire, genre je veux un enfant, je ne veux pas d'enfant et en fait aujourd'hui, j'ai un désir d'enfant qui est très, très variable et je trouve ça très sain et je trouve ça important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je suis quand même très, très heureuse de ne pas avoir d'enfant vu les complications avec l'endométriose et clairement parce qu'aussi j'adore, dormir, le matin ou, faire des puzzles tranquilles, sans qu'on vienne m'embêter. Mais aussi, évidemment, il y a parfois des annonces de grossesse qui sont difficiles ou des Noëls où on aurait envie d'être à plusieurs plutôt que tous les 2. Mais voilà, du coup, je suis je sais que c'est des fois compliqué à entendre, mais je suis pas mécontente de passer par ce que je traverse, enfin d'avoir traversé ce que j'ai traversé, que ce soit l'AVC, que ce soit l'endométriose ou les différentes fausses couches, parce que je serais pas celle que je suis aujourd'hui, aussi épanouie, aussi ouverte et aussi, curieuse. Je m'envoie des fleurs, mais je veux dire aussi curieuse sur ce qui nous entoure, je pense que j'ai eu, grâce à ça, l'opportunité de faire un travail sur moi qui était hyper intéressant, qui était probablement nécessaire. Je reste assez convaincue que ma vie devait se dérouler comme ça et doit se dérouler comme ça, que si un enfant doit arriver, il arrivera. Donc voilà et puis je trouve enfin de l'apaisement aussi dans tout ça, dans mon rapport au corps aussi qui a était, voilà, pas simple parce qu'au-delà du fait, ce que je te disais, que je suis en situation d'obésité, donc j'ai subi la grossophobie de plein fouet avec des jugements sur, mon corps gros, heu, l'endométriose et puis, les fausses couches à répétition, ça vient aussi des fois, nous déshumaniser ou en tout cas ne plus considérer, comme tu parles de féminité, toute cette partie, d'utérus, de vagin ou de choses comme ça. On en vient un peu à oublier cet espace-là et du coup, c'est quelque chose, voilà, où je me réapproprie mon corps, où je me réconcilie aussi avec, mon utérus de façon globale et je me dis: «C'est» enfin voilà, ça fait du bien en fait. Mais il m'aura fallu du temps. Il m'aura fallu 10 ans pour en arriver là. Oui, t'as culpabilisé au début de tout ça? Oui, complètement, parce que, j'ai toujours eu plus ou moins des petits soucis de santé, et puis, tu fais un AVC, tout de suite après, tu as l'endométriose qui tombe dessus. Tu dis clairement, «Qu'est-ce qu'on me veut? Enfin, pourquoi je me tape tous les trucs, pourris sur terre?» Et puis après, tu te dis: «Ouais, mais c'est pas forcément relativiser parce qu'on peut pas toujours relativiser». Il faut relativiser sans nier l'existence, sans nier ce qui est là. Oui, je suis malade, j'ai beaucoup de fois eu du mal à le dire, mais oui, je suis atteinte d'une maladie chronique. Mais pour autant, voilà, c'est pas de ma faute et je culpabilise encore des fois. Tu vois, il y a des périodes où j'ai mes règles et je m'effondre et je dis à mon mari: «Je m'excuse, je suis désolée, c'est de ma faute». Il me dit: «Mais tu es en rien responsable de ce qui se passe». Et je crois que l'endométriose, par la force des choses, fait aussi un tri autour de soi, où on s'entoure des bonnes personnes. Les personnes qui ne comprennent pas ou qui sont malveillantes, eh ben, on les écarte ou elles s'en vont d'elles-mêmes et voilà, ça fait peut-être ça aussi, d'avoir une maladie chronique. C'est qu'on reste qu'avec ceux qui nous comprennent et c'est un beau cheminement. C'est pas un chemin tout tracé comme on pouvait se dire ou gamine, je me souviens il y a pas très longtemps, on m'avait dit: «Tu pensais avoir enfin, tu aurais voulu avoir combien d'enfants?» Et oui, idéalement, j'aurais voulu peut-être avoir 2 enfants avant 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'en ai pas. Mais c'est chouette aussi de prendre d'autres chemins
et puis de voir la vie différemment, pas toujours facile, mais c'est intéressant. Oui, saisir d'autres opportunités. Quel conseil peux-tu donner aux proches d'une personne atteinte d'endométriose? Comment on doit réagir? Eh ben, on n'a pas de guide, hein, vraiment. Je dirais juste, on pourra jamais, enfin, vous pourrez jamais vous mettre à la place de la personne qui est malade. Vous pourrez jamais comprendre sa douleur. Par contre, la seule chose, c'est d'être présent, d'être présente, d'être à l'écoute. Et puis voilà, juste dire, je suis là, en quoi je peux t'aider? Et puis, moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seule, je le dis à mon mari. J'ai besoin qu'il me console, et ben, je lui dis aussi. J'ai besoin d'en parler, je le fais. Je pense qu'il faut communiquer quoi qu'il arrive, se renseigner aussi, pas hésiter à lire. Aujourd'hui, on a de la chance, il y a quand même une grosse littérature autour de l'endométriose avec des livres qui sont très, très abordables, sans parler, des miens forcément, mais je pense à ceux de Marie-Rose Gallez, qui a un compte Instagram qui s'appelle Super Endoga, qui a fait des livres très, très accessibles pour comprendre l'endométriose. Il y en a d'autres un peu plus, difficiles, mais après ça dépend de la motivation de chacun, mais voilà, pas hésiter à se renseigner, à discuter, à essayer de comprendre et surtout ne pas juger. Et tu as parlé de tes livres, donc tu as écrit le livre En colloque avec l'endométriose, puis la BD Juste une endométriose, et tu as depuis 2018 un compte Instagram sur l'endométriose. Je pense qu'on peut dire que tu aimes l'écriture. Qu'est-ce que t'apportent tous ces projets et ce processus d'écriture? Est-ce qu'ils t'aident à accepter la maladie? Oui, je pense que c'est venu en fait, le compte Instagram, je l'ai créé à la veille, de 2 opérations que j'ai vécues coup sur coup. Je me suis dit: «Tiens, j'aime écrire, j'ai toujours aimé ça, donc je vais faire ça. Puis si ça prend, tant mieux. Moi, en tout cas, ça me fera pas de mal» et donc voilà et puis ça a fait un peu boule de neige et c'est très, très chouette et puis les projets d'écriture, en fait, c'est la maison d'édition Kiwi qui m'a démarchée pour le premier livre et ça a été très évident. Je crois que c'est arrivé pile au bon moment. Je suis assez, convaincue que, il y a la loi de l'attraction aussi, que ça arrive quand ça doit arriver et voilà. Je pense que ça me permet moi aussi de, peut-être de mieux me considérer comme malade, ce qui est je pense aujourd'hui encore, la difficulté première que j'ai et puis, de faire passer un message. Alors ça a été aussi de super outils pour communiquer ce que je disais avec mes proches, que ce soit dans l'environnement professionnel, personnel et tout. Je le vois, ouais, comme, pas une façon de dire au revoir à l'endométriose ou de dire, «C'est moi qui gagne sur toi», mais, peut-être de cheminer personnellement et puis si ça touche d'autres personnes, bah, tant mieux. Bah, après je pense que, je ferai pas, en tout cas aujourd'hui, je pense pas faire d'autres ouvrages sur l'endométriose. On arrive aux questions de la fin, mais il en reste encore. J'espère que tu es encore en forme. Alors, est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler? Alors, en podcast, il y a «Change ma vie» que je trouve hyper intéressant et justement, c'est un peu en continuité, sur la psychologie positive, qui fait du bien. Faut sélectionner les épisodes qu'on a envie d'écouter, hein. Moi, j'écoute pas tout, mais je trouve que c'est pas mal, et en autre complètement différent, mais je suis obligée de le dire parce que je rate aucun épisode, c'est Central Podcast qui parle de Friends, qui décrypte Friends et je trouve ça Ok, trop. j'allais dire, je connais pas du tout, c'est sur l'endométriose. Non, en vrai, j'écoute pas trop de podcasts sur l'endométriose. Il y Ah oui, a, voilà, parce que je pense qu'il y a un moment aussi, comme tu le dis, il j'ai un faut compte déconnecter Instagram, aussi. j'ai Ouais. lu des livres. Faut pas vivre qu'endométriose et ça, c'est un conseil aussi qu'on peut donner, c'est, ne lisez pas que sur ça. Enfin, enfin, aérez-vous la tête, quoi. Quand on a un cancer, on lit pas que des bouquins sur le cancer. C'est pareil, quoi. On lit, s'il faut lire Voici pour se sentir bien, bah, on lit Voici. Très bon conseil. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? J'aime bien me dire que rien n'est figé, et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps où j'étais très, des fois, radicale dans mes prises d'opinion, enfin dans ouais, vraiment dans ma façon de voir les choses et aujourd'hui, je me dis que rien n'est figé et ça me permet de me dire que je peux rien m'interdire de faire, si j'ai envie de bouger, je suis pas un arbre donc voilà, rien n'est figé, ouais et j'aime bien me dire qu'on peut toujours trouver du beau dans du compliqué. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Non, non, je trouve ça très bien. Enfin, comme ça, là, je vois pas. Je te dirai après, je t'enverrai un message en disant: «Mais si, on pourrait parler de ça».
De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Du cheminement, du chemin parcouru et de tout ce qui s'ouvre devant moi. Ouais, je suis pleine de gratitude. En vrai, tu vois, je pourrais te le dire un peu les larmes aux yeux. C'est que je pensais pas en être là où je suis aujourd'hui. Je fais plus de projections sur l'avenir et je profite du moment présent et je suis très fière en fait d'avoir réussi à faire un peu twister mon état d'esprit ces dernières années. À être plus apaisée. Ouais, complètement. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Rien de plus, rien de moins, d'être, ouais, toujours, de garder cette sérénité, de garder cet état d'esprit positif, d'être épanoui. Voilà, je crois que c'est la base et puis, de rester consciente aussi de la chance que j'ai malgré tout. D'accord, merci. Bah, je te souhaite tout ça. Merci beaucoup Fanny, c'était super intéressant. J'aurais encore plein de questions, mais je pense que c'est déjà pas mal. Je te souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup à toi et belle continuation à toi aussi. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Fanny pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ou tout simplement, vous pouvez en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.